Un cerf qui attaque les gens, une pétition pour tenter de lui sauver la vie, voilà encore une histoire rocambolesque qui se passe cette fois dans la banlieue de Liège, en Belgique. Ah bah non, restez là, c'est juste un petit générique, on se retrouve juste après là. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Un truc pas commun s'est produit dans la banlieue de Liège le 25 août dernier. Un cerf a attaqué plusieurs personnes dans un quartier résidentiel, semant la panique autour de lui. Jean-François Wilquet, conseiller communal, est intervenu lorsqu'il a vu l'animal charger une femme qui promenait son chien. En tentant de porter secours à la dame, le cerf s'est alors retourné contre lui et l'a traîné sur plusieurs mètres. Avant d'être repoussé par un voisin, témoin de la scène, qui s'est foutu à lui balancer des gadins. Alors, monsieur Wilquet s'en est tiré avec des blessures légères, mais ça a quand même jeté un certain trouble dans la communauté. Ah bon? Face à cette situation, les autorités ont pris une décision rapide. Traquer et abattre l'animal pour protéger la population. C'est donc à un certain François Crémer, chasseur expérimenté, qu'on a confié la délicate mission de tuer l'animal. Alors oui, la presse s'est fait écho de son nom, n'aurait donc pu parier assez facilement sur ce qui allait se passer. Au lieu de soutien, il a reçu 14 menaces de mort et il s'est fait harceler sur ses réseaux sociaux à tel point qu'il a dû fermer sa page Facebook. Ce qui est bien avec ce genre de situation, c'est que c'est absolument jamais surprenant. Tout ça pour avoir accepté une mission qui lui a été confiée par le département Nature et Forêt. C'est l'équivalent en France de l'ONF et de l'OFB réunis. En sus et contre toute attente, une pétition a été lancée en ligne pour tenter de sauver la vie du pauvre animal. Curtis les innocents. Un animal bien évidemment considéré par ceux qui veulent le sauver comme domestiqué, donc comme inoffensif. Bon, ça repose sur rien, mais que veux-tu? Puisqu'il faut le sauver, c'est donc qu'il est gentil. Tu réfléchis pas comme ça, toi? Bon, on va vite passer sur le fait que l'animal de la photo de la pétition, il vit pas en Europe. Hein. Non, mais arrêtez, on sait la difficulté qu'ont les animalistes avec les bichidés, commencez pas. On va plutôt s'occuper du fond. Lundi soir, un jeune cerf errant dans le parc de Riponnet, à Bénezet, vraisemblablement domestiqué, a légèrement blessé un conseiller communal qui tentait de l'éloigner d'une dame qui promenait son chien. Chassé par quelques pierres, l'animal s'est éloigné. Il ne semble donc guère agressif. Oui, traîner une personne sur plusieurs mètres, c'est pas non plus agressif. Non, mais vous êtes trop sévère, je le dis tout le temps. Arrêtez, ça vous jouera des tours, ça. Alors juste pour illustrer, hein, chez nous en France, en 2022, un chasseur a été tué par un cerf. Oui, Jean-Kévin, tu es content. Allez, va jouer au ballon sur l'autoroute. Oui, c'est plutôt puissant comme animal. Et d'expérience de chasseur, vous pouvez me croire, je peux vous dire que le bon monsieur Wilquet, il a eu beaucoup de chance. Bon, je vous mets le texte de la pétition en description, mais globalement, on peut dire sans trop se gourer qu'elle minimise les faits. Le cerf, bien qu'ayant blessé quelqu'un, est décrit comme guère agressif et domestiqué. Donc gentil. On propose de le capturer et de le relocaliser dans un parc animalier. Une idée séduisante, en apparence, mais complètement déconnectée de la réalité. Non, parce qu'on a un historique sur le sujet, voyez, demandez à l'ASPAS comment on fait pour capturer des cerfs, hein? Ah, on fait pas. Pourquoi? Pour toutes les raisons que je vais vous donner maintenant, dont vous trouverez les sources en description. Alors, pourquoi la capture et la relocalisation échouent-elles toujours? Première raison, un stress physiologique élevé. Les animaux sauvages et les cervidés, en particulier, souffrent terriblement lors des opérations de capture. Le stress qu'ils subissent est souvent fatal à court terme. D'où la difficulté d'adaptation à un nouvel habitat. Les cervidés sont territoriaux. Lorsqu'ils sont déplacés, ils ont énormément de mal à s'adapter à leur nouvel environnement, ce qui est souvent fatal à court terme. Oui, encore. 3 risques de transmission de parasites et de maladies. Les animaux capturés dans les zones urbaines et périurbaines peuvent transmettre des parasites et des maladies aux souches locales. C'est un problème de santé publique et aussi un déséquilibre des écosystèmes. 4. Ça coûte un pognon de dingue et c'est un enfer à mettre en œuvre. Les campagnes de capture et de relocalisation demandent des ressources humaines et financières considérables. Voici quelques exemples de tentatives avortées d'alternatives à l'abattage proposées par les gens gentils. Longueuil, Canada. Plus de 120 cerfs dans un parc conçu pour 15. La capture a échoué et le stress a tué de nombreux animaux. Staten Island, New York. La stérilisation des cerfs mâles n'a pas permis de réduire la population. Résultat, des dégâts écologiques persistent. Hawke Bay, Colombie-Britannique. La capture a entraîné un taux de mortalité élevé. Les cerfs rescapés sont même retournés dans leur habitat d'origine. Île de Boucherville, Québec. La capture a échoué, le stress causé aux cerfs a entraîné des décès rapides. En France, l'ONF rappelle les risques de capture sur son site internet. Stress fatal et transmission de parasites aux souches locales. Donc pour résumer, on va dépenser un pognon de dingue pour capturer un cerf qui va sans doute mourir lors de l'opération. Et s'il ne meurt pas, il va sans doute refiler des maladies ou des parasites
parasite aux souches de cerfs locales avant de mourir à son tour parce qu'il n'aura pas réussi à s'adapter. Voilà, c'est ça la réalité. Mais la population de gens, cette fois, biberonnés au Bambi qui parle, continue ses incantations magiques à base de yaka et de faucons. Il faut sauver ce cerf à tout prix, vous comprenez? Ironique d'ailleurs quand on sait la réalité de la chasse dans ce coin de Belgique. Les chasseurs ont des quotas minimums à atteindre, sous peine d'amende et de poursuites judiciaires. Donc si c'est pas lui qui meurt, bah ça sera un autre. Ah mais celui-là c'est parce que vous l'avez appelé Pompon, d'accord. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, on sait pas où il est passé ce cerf. Pour un animal domestiqué, je trouve qu'il s'est bien vite foutu le camp en forêt. Peut-être il est mi-domestique, on sait pas. Et comme je viens de vous le dire, même si on mettait tout ça en place, et même si ça fonctionnait, ben voilà, la manière dont est organisée la chasse dans ce coin de Belgique, ça ferait que de toute façon, il y en a un autre qui mourrait à sa place. Oui, Jean-Kévin, Pompon, je t'ai dit d'aller jouer. Non, parce qu'il faut bien comprendre un truc. En Belgique, comme ailleurs, les populations d'ongulés ne cessent de croître. Les populations de cerfs en Wallonie ont progressé de 25% et se situent aujourd'hui aux alentours de 18 à 19 000 individus. Et si la surpopulation est aujourd'hui bien contenue par les chasseurs belges, c'est bien parce qu'il y a une pression de dingue qui est mise par les autorités. Je viens de vous le dire, ils sont carrément passibles de poursuites judiciaires s'ils réalisent pas leur quota de chasse. Ça rigole pas quand même. Et pourquoi elles sont sévères comme ça, les autorités belges, à votre avis? Parce qu'elles ont bien compris qu'une surpopulation d'ongulés nuit gravement à la santé des équilibres écologiques. Non, c'est pas vrai, vive Pompon. Oui, allez, file. Comme en France où l'Office national des forêts a déclaré que 50% des forêts domaniales sont en déséquilibre à cause de surpopulation d'ongulés. Cerfs et chevreuils notamment consomment en grande quantité les jeunes pousses, les bourgeons et même l'écorce des arbres. Cette surpopulation compromet la régénération naturelle des forêts. Ça appauvrit la diversité des essences d'arbres. Et en plus, ça affaiblit les écosystèmes face au dérèglement climatique. En l'absence d'une pression de chasse forte, les forêts belges, elles seraient en danger, tout simplement. Sans régulation des ongulés, c'est simple, les forêts ne peuvent pas se régénérer. Parce que les solutions alternatives, si chères au cœur du public et si chères au cœur des associations animalistes qui préfèrent se mettre les mains sur les yeux en disant « Mais si, c'est possible !» Tous ces trucs comme la capture, la stérilisation, on le sait, ça ne fonctionne pas. C'est dingue, c'est quand même tout autour de nous et des infos qui sont complètement accessibles. Ça marche pas, on vous dit. Les chasseurs belges et les chasseurs en général, c'est pas des bourreaux. En régulant les populations d'ongulés, et même si c'est pas leur motivation première, mais ça on s'en fout, ils garantissent en fait les équilibres naturels. Des équilibres naturels, vous l'aurez compris, qui dépendent de la bonne santé des forêts, enfin c'est là qu'ils habitent. Oui, il faut un équilibre entre les animaux qui se nourrissent des fruits de la forêt et puis la forêt elle-même. Sinon ça bouffe tout et la forêt, il y en a plus. C'est difficile à comprendre ça. Mais le cas du cerf agressif de Liège dont on parle depuis tout à l'heure, ça a pas grand chose à voir avec tout ça en vrai. Parce que les gens, d'une part, ils ont absolument aucune idée de tout ce que je viens de vous raconter, mais d'autre part, ils s'en tamponnent. Parce que les mouvements d'opinion publique ne sont influencés que par des émotions. Des émotions qui sont largement instrumentalisées par les associations animalistes. Tu parles, ils ont compris. Comme on vient de le voir là, un cerf agressif, les autorités veulent l'abattre. Il suffit ensuite à une association animaliste de dire non! Une alternative est possible, et à ce moment-là, la machine à émotion se met en branle. C'est tellement facile à faire. Dans ce cas précis, c'est simple, un cerf est devenu agressif. Un cerf, c'est capable non seulement de blesser, mais c'est aussi très capable de tuer. Alors heureusement, il y a le bon sens des autorités qui vient faire barrage aux émotions populaires. Sinon, imaginez dans quelle société on vivrait. Voici bien une histoire emblématique qui montre bien le décalage entre les émotions populaires et la réalité. Parfois cruelle, oui. Mais prenons garde quand même à ne pas tomber dans la dictature des émotions, parce que c'est un peu une tendance de nos sociétés, et c'est bien le meilleur moyen de faire n'importe quoi. Voilà, je voudrais remercier les gens qui me soutiennent sur Tipeee, c'est super important pour l'avenir de la chaîne. Merci aussi à tous ceux qui appuient sur le bouton rejoindre et à ceux qui me soutiennent sur PayPal. Alors merci à tous d'être là, en fait vous êtes mes producteurs. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur ces deux vidéos si vous voulez qu'on reste un petit peu ensemble, likez, partagez et n'oubliez pas de faire une bise à Tata Rachel, elle le mérite bien. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.